Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve, je ne suis pas toute seule comme vous pouvez le voir, je suis avec ma copine Laurine qui m'accompagne pour cette vidéo. Ça va ? Écoute, tout va bien, moi ça va, je suis ravie d'être là. Merci à toi en tout cas pour cette invitation dans cette vidéo et bonsoir à tous. Du coup on se retrouve pour une vidéo axée développement personnel, on va dire. C'est une thématique que j'avais envie d'aborder sur ma chaîne et je me suis dit que ce serait sympa de faire participer une professionnelle, et j'ai la chance dans mon entourage d'avoir une professionnelle, comme pour la vidéo que j'avais fait avec ma copine Pauline qui vous avait bien plu, qui était professionnelle parce qu'elle était maître nageur, on avait abordé les thématiques de l'eau, etc. et des enfants. Là voilà, je me suis dit que moi en tant que femme trentenaire, entrepreneur, etc. C'était bien que je témoigne, mais d'avoir le côté pro pour répondre à des questions, j'étais peut-être pas la mieux placée et que voilà, une pro saurait mieux répondre. Donc voilà, au-delà d'une pro, c'est aussi une amie, donc bon, voilà, on n'est pas là pour donner un cours, on est là pour répondre à vos questions et je pense que ça va être hyper intéressant. Alors déjà, Laurine, je vais te laisser un peu te présenter, nous expliquer un peu quel est ton parcours, ce que tu fais dans la vie, pour que les gens comprennent un peu voilà, pourquoi je t'ai invitée ici. Alors, déjà moi de formation je suis psychologue du travail, donc c'est une formation master de Bac plus 5 classique qu'on fait à l'université. Et j'ai fait pendant à peu près 4 années à la sortie de mon diplôme du recrutement, de l'insertion professionnelle auprès d'un public de jeunes, d'accompagner des demandeurs d'emploi, des personnes aussi qui voulaient faire des bilans de compétences, se reconvertir au niveau professionnel. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans dans un cabinet de conseil où je travaillais avec quelqu'un. Et ensuite, écoute, un peu la crise existentielle, voilà. On a pu un peu tout connaître et puis j'ai compris au travers de vos questions que certaines d'entre vous étaient en train de vivre aussi cette phase de questionnement, donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Et j'étais en CDI, j'ai tout arrêté, voilà, Pôle emploi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, voilà. Donc ça s'est imposé à moi, je vais ouvrir mon cabinet, je vais me lancer toute seule. Et j'avais 26 ans. Voilà. Donc elle a ouvert son cabinet. Voilà, donc psychologue du travail. Psychologue du travail, et pour le coup, là, plutôt spécialisée dans tout ce qui était santé au travail. Accompagner les personnes qui sont en souffrance au travail, clairement. Les entreprises aussi qui sont, qui ont besoin d'aide pour mettre en place des diagnostics des risques psychosociaux. Je pense que vous devez, pour les personnes qui travaillent, du moins connaître ce que sont les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Donc voilà, j'interviens en entreprise pour les aider à titre collectif et en individuel aussi pour les personnes qui ont besoin, qui se reconnaissent plus dans leur travail, qui ont perdu du sens dans leur travail et qui ont besoin d'un éclairage, d'un accompagnement. Donc je suis là pour les aider. Voilà. Ok. Et donc du coup, là, depuis quelque temps, tu as décidé de te lancer dans une formation, c'est ça ? Tout à fait. Donc une formation de coach professionnel et personnel certifié. Alors certifié, je vais vraiment expliquer pourquoi c'est important. Parce que tout le monde, en fait, c'est pas l'appellation coach, c'est pas vraiment un métier qui est protégé. Donc j'ai choisi de travailler, de faire ma formation au sein d'un organisme certifié. Pour être une vraie coach, quoi. Voilà, pas pour être reconnue, pour être reconnue et pour faire partie d'un fichier officiel référencé. Alors pourquoi j'ai fait cette formation ? Alors ça va être assez court. En fait, quand j'ai eu Julia, j'ai fait, donc c'est ma fille, Julia, j'ai fait un baby blues qui a été assez costaud et Lisa est au courant, donc ça a duré 7-8 mois. Et c'est pendant cette période que j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Ça me passionnait déjà forcément au vu de mes études et de mon parcours. Mais c'est vraiment, j'avais du mal à gérer mes émotions sur justement la colère, la culpabilité que j'avais. Et donc j'ai beaucoup lu sur comment gérer mes émotions. Et c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à écouter des podcasts sur le coaching, sur la gestion du temps de travail aussi, du temps personnel, du temps de travail en tant que maman, en tant que femme entrepreneuse aussi. Ça c'est un sujet qui me passionne.
tout ce qui est charge mentale aussi. Et donc, toutes mes lectures ont amené à me dire pourquoi pas devenir coach en fait, parce que je ressens le truc, quoi, clairement. Je me sentais bien en phase avec tout ça. D'accord, je pense que vous l'aurez compris, c'est une personne qualifiée et qui aime ce qu'elle fait et qui est assez passionnée, donc c'est cool. Et je pense que voilà, on va être à même de répondre à vos questions. Donc on va attaquer avec les questions parce qu'il y en a pas mal. Laurine a fait un peu déjà le tour de ce que vous nous aviez demandé. Donc la première thématique qui ressort, enfin la question qui revient le plus, c'est la question de la confiance en soi. On a beaucoup de questions de personnes qui nous disent voilà, quels conseils donneriez-vous pour améliorer sa confiance en soi, comment réussir à avoir confiance en soi, comment réussir à se valoriser. Enfin, voilà, c'est dans votre travail et personnellement, vous êtes apparemment pas mal à manquer de confiance en vous et avoir du mal à prendre des décisions, à sauter des pas. C'est ça. Et voilà, le but là, c'est de voir un peu comment on peut travailler sur sa confiance en soi, comment on peut... quelles sont les clés en fait, personnellement déjà, pour travailler là-dessus. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la confiance en soi et comment évoluer sur le sujet? Vaste sujet. La confiance en soi. Alors en fait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peu de confusion en fait en terminologie, parce que la confiance en soi, c'est une composante. Je vais vous faire une petite partie un peu d'explication théorique avant de passer au dur. Mais la confiance en soi fait partie d'un tout, c'est-à-dire c'est une des composantes de l'estime de soi. Ouais. Et dans l'estime de soi, il y a donc l'amour de soi. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on on s'aime tout simplement. L'image de soi, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie aux autres à l'extérieur. Et enfin, la confiance en soi. Et déjà, un des premiers pas, c'est d'évaluer, parce que estimer quelqu'un, c'est l'évaluer forcément. Donc quand on s'estime, c'est quelque part se donner une note. D'accord. Donc une des premières étapes, quand on manque de confiance en soi, mais en fait d'estime de soi, mais on ne sait pas encore à quel niveau, c'est de se donner une note sur chacune des composantes. Donc si par exemple toi je te dis de 1 à 10, 10 étant la meilleure note et 1 étant la plus mauvaise, amour de toi, à combien tu l'évaluerais l'amour Alors l'amour de moi, tu veux dire l'amour de mon physique ou l'amour de moi, de toi, ce que je tu suis, dégages, de ce que tu es, tes valeurs, de ce que tu penses en fait être. C'est difficile, hein. C'est difficile. Je pense qu'on a toujours des axes sur lesquels on peut s'améliorer. Donc après, je sais pas, je dirais 7. D'accord. L'image de toi. L'image que je renvoie aux autres, ça c'est un peu plus compliqué. Ça c'est un peu le point où généralement on n'est pas trop sûr de nous, quoi. Moi je dirais 6. Ouais. Et pour finir, la confiance en toi, c'est-à-dire la confiance en toi, c'est vrai que j'ai oublié de définir un peu ce que c'était, c'est la capacité à agir en fait. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité de passer à l'action. Donc, là par contre, j'ai complètement confiance en moi. Voilà. Donc quand tu as fait ta vidéo sur les préjugés, où on te dit oui, tu es quelqu'un qui a confiance en toi, en fait, tes abonnés avaient raison. Tu as confiance en toi parce que tu passes à l'action. Ouais, c'est ça. J'hésite pas. Donc, je prends des décisions très facilement. Donc j'ai confiance en moi. Tu as confiance en toi. Par contre, on voit que le point, clairement, où il faut que tu travailles, c'est l'image de toi. D'accord. C'est très intéressant. Donc déjà, savoir, s'auto-évaluer, se renvoyer quelque part un miroir de ce qu'on pense de soi, c'est très 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 important. Et j'associerai à ça, en deuxième exercice, je dirais, pour un petit peu faire l'état des lieux de son estime de soi, de réfléchir à toutes tes priorités dans la vie. Donc en coaching, par exemple, il y a un exercice qui s'appelle... C'est mon chat. Luna. Oui, vous allez la voir passer. Ah oui, t'as envie ton coca reste, c'est ça ce qu'il a. Parce qu'il y a une queue de chat qui passe, c'est normal. Un deuxième exercice qui est bien en coaching, c'est de réfléchir à ses valeurs, à ses priorités dans la vie. Et pour ça, c'est de faire une roue
en Ouais. fait, de dessiner clairement une roue avec plusieurs rayons, j'aurais dû faire le dessin, avec plusieurs rayons et de réfléchir à quelles sont les valeurs dans la vie. Par exemple, toi, si tu devais me donner 5 ou 6 valeurs importantes, priorités pour toi dans la vie, ce serait quoi? Mes valeurs dans la vie, c'est la famille, Oui. l'amitié, Mhm. la valeur du travail. Mhm. Je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse plus Ouais. longuement. Déjà, c'est pas mal. Et en fait, c'est important aussi de noter. Alors, c'est beaucoup basé sur les notes, hein, Ouais. mais c'est important qu'on ait un retour sur soi, en fait. Et de noter, ça va clairement vous donner votre propre évaluation de comment vous vous situez par rapport à ces valeurs. Donc, par exemple, si je prends la valeur travail, pareil, sur une note de 1 à 10, à l'heure actuelle, comment tu estimes ta vie professionnelle? Ma vision de ma vie professionnelle, Oui, actuellement, ce que tu vis, voilà. Allez, on va faire une comparaison. ouais. Quand tu étais conseillère en Ouais. formation, tu aurais mis une note sur combien? Sur 10 de ta vie professionnelle? 5. Voilà. Voilà. Et à l'heure actuelle, si je te dis de mettre une note, ce serait quoi? 8, 9, 8. Voilà. Toujours de l'amélioration, mais ouais. 8, 9. Donc on voit clairement qu'il y a une augmentation. Donc quelque part, la valeur travail, c'est important pour toi. Ouais. Et tu as fait en sorte, tu avais une mauvaise note, tu as fait en sorte de tout mettre en œuvre, de passer à l'action pour pouvoir en fait te rapprocher d'une meilleure évaluation, auto-évaluation Ouais. interne, hein, quelque part un peu inconsciente qu'on a de sa vie. En fait, ce que je veux vous faire passer comme message aussi, c'est de dire que pourquoi on a ce manque d'estime de soi, de confiance en soi, de capacité à agir, c'est parce qu'en fait, les valeurs que vous avez, qui sont importantes pour vous, sont peut-être en décalage avec ce que vous vivez. C'est ça. Je m'explique. Tu es végétarienne, je suis végétarienne, c'est comme si... Végétarienne, non, je mange du poisson, mais Poisson. on mange pas de viande. Parce que nous sommes pescétariennes. Ouais, c'est ça. Voilà. Pesco-végétarienne. Pesco-végétarienne. Mm. Et si demain on nous demandait, par exemple, je dis n'importe quoi, de travailler peut-être dans une boucherie ou je sais pas, ou tester des aliments, ça serait contraire en fait à nos valeurs. Donc du coup, en termes d'estime de nous, de confiance en nous, donc de capacité à agir, d'amour de nous-mêmes, l'estime de nous-mêmes en prendra un coup. Ouais, d'accord. Donc l'objectif de la confiance en soi, c'est en fait tout simplement de se rapprocher au maximum de ses valeurs internes. Au plus vous allez vous rapprocher de vos propres valeurs, de ce que vous estimez important pour vous, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie, du coup vous allez gagner confiance en vous. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que pour répondre à une deuxième question qui était dans le... Oui, j'ai du mal à atteindre mes objectifs parce que je manque de confiance en moi. Ne vous fixez pas non plus des objectifs inatteignables. Il faut y aller par étapes. Tout à fait. On peut avoir un rêve, un grand rêve dans la vie. Voilà, toi, c'était par exemple te mettre à ton compte, travailler de chez toi. C'était quelque chose, voilà, une valeur de travail importante pour laquelle tu t'es beaucoup rapproché. Et c'est en fait, comme disait Lisa, de fonctionner par étapes. Fixez-vous des mini-objectifs qui soient dans le cadran, alors pour ceux qui font un petit peu de management, ils savent de quoi je parle, donc c'est des objectifs qu'on appelle SMART. Donc S-M-A-R-T-E, donc spécifique, c'est-à-dire simple, mesurable, avec des indicateurs, etc. Atteignable, le A de SMART c'est atteignable, réaliste, et T temporel qu'on puisse mesurer dans le temps, et E écologique, c'est-à-dire qu'il ne fasse ni de mal à vous, ni de mal à autrui. Et en fait, passez tous vos objectifs au filtre du SMART. Et si l'objectif ne rentre pas dans ce filtre-là, retravaillez-le. Sans l'abandonner, mais il faut le retravailler. En fait. Ouais, donc il faut vraiment avoir des objectifs qui correspondent, qui vont être réalisables et qui nous correspondent vraiment. Donc il faut travailler déjà sur l'objectif avant de travailler sur comment l'atteindre. Il faut vraiment le définir et être sûr de ses objectifs. C'est ça. Un travail à faire en priorité. Okay. Tout à fait.
Un exemple concret avec le poids, c'est de se dire, plutôt que de dire voilà, je veux perdre 10 kilos en une semaine, clairement, c'est pas un objectif qui passe dans le crible du SMART. Déjà parce qu'il est premièrement pas du tout écologique pour soi-même et pour les autres aussi. Donc si par contre vous partez du principe de dire ben voilà, je vais perdre 200 grammes par semaine, donc environ 1 kg par mois, hein, quelque part, 800 grammes par mois, 1 kg par mois, là c'est un objectif qui peut être SMART. Il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, donc vous pouvez le mesurer, et écologique pour vous. Il ne met pas en danger votre santé. Et ça vaut pour tous les objectifs de la vie que vous pouvez avoir. Je veux apprendre une langue en tant de temps, je veux changer de profession. Alors changer de profession... Ça c'est une question qui est beaucoup revenue. J'aimerais changer de boulot, je ne sais pas quoi faire. Comment savoir quoi faire? Comment prendre la décision de quitter un emploi qui est stable et financièrement? Comment prendre le risque? Voilà. Ça aussi, ça fait partie de la confiance en soi. C'est revenu, mais changer de boulot, voilà, pour moi, c'est pas un objectif. C'est un projet. C'est-à-dire qu'avant de changer de boulot, il faut que vous définissiez tout, on va dire, le plan d'action, quelque part, à mettre en place avant d'arriver à atteindre ce projet. Un projet, ce qu'on définit par projet, c'est quelque part un petit peu un idéal, un rêve, mais qui est beaucoup plus long dans le temps, qui est plus sur du long terme, donc sur 3 voire 5 ans. Un objectif, c'est quelque chose qui est assez immédiat, qu'il va falloir que vous mettiez en place rapidement. Et en fait, le cerveau, il va fonctionner un peu en système effort-récompense. Mettez-vous en place des petits objectifs, vous allez les atteindre, et du coup, la confiance, ça s'alimente en fait. Et ça a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle, je sais plus trop quoi, James, c'est son nom de famille. Et il dit que pour justement gagner en confiance en soi, il faut se mettre des objectifs, des petits objectifs régulièrement à atteindre. Et au fur et à mesure, la confiance en soi, l'estime de soi va s'alimenter. C'est ce que je disais dans ma vidéo résolution, qui n'est pas une vidéo résolution. C'était comment réussir son année. C'est que au lieu de se fixer des résolutions, cette année je vais perdre 10 kilos, cette année voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, qui sont trop élevées et du coup qu'on va vite abandonner parce que dans le temps ça va nous paraître trop insurmontable. C'était de se fixer des objectifs par semaine, par mois, petit à petit pour atteindre l'objectif final en fait. Et en fait dans ta tête c'est beaucoup plus simple. Parce que tu vois le palier suivant qui est très proche et très facile à atteindre. Et quand tu l'atteins, à chaque fois c'est une victoire. Donc à chaque fois tu te sens valorisé. C'est ça. Et du coup, concrètement, on le fait naturellement. Bon, on voit que c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Voilà, c'est de me dire, voilà, si par exemple je veux maigrir, on prend cet exemple parce que c'est l'exemple de début d'année de la plupart des gens. Voilà, je me suis dit, bon voilà, mois de janvier, j'aimerais bien perdre 2 kilos. Voilà. Je me dis pas, dans 6 mois, j'aimerais avoir perdu 10 kilos. Je veux juste, déjà, je vois pas très loin. Et je me dis, voilà, c'est atteignable, qu'est-ce que je vais faire pour... je fais du sport, je me sens bien, je commence à avoir des résultats, voilà, enfin voilà. Et du coup, ça me paraît beaucoup plus facile à mettre en œuvre que de me dire, voilà, 6 mois, 10 kilos. C'est ça. Parce qu'après, ça te mine le moral en fait. Ça mine et ça touche du coup l'estime que tu vas avoir de toi. Et du coup, t'abandonnes beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement et ça va atteindre l'image de toi encore plus. Et puis vu que c'est apparemment là où il faut travailler, on voit que clairement c'est pas ce qu'il faut faire en termes d'objectifs. Voilà. Et donc pour revenir sur l'aspect changement professionnel, voilà, de dire que c'est sur une durée, un projet. Et il existe clairement le bilan de compétences pour les personnes qui sont en activité, ou même Lisa, je sais plus, pour les personnes qui sont aussi en demande d'emploi. En demande d'emploi, il y a des bilans de compétences qui peuvent être mis en œuvre aussi. Il y a des organismes, alors ça il faut se renseigner auprès de Pôle emploi ou si vous avez moins de 25 ans auprès de la mission locale. Il y a différents dispositifs qui existent en France, dans chaque région. Alors ça c'est très
c'est très des fois compliqué. Il faut se renseigner dans votre région parce que par région il existe une multitude de dispositifs et d'organismes qui mettent en œuvre ce genre de choses. Mais un bilan de compétences, en gros, c'est quoi? Donc ça, c'est déjà en termes de financement, vous pouvez vous le faire financer par votre employeur s'il est d'accord et que ça ne vous dérange pas de lui en parler. Au titre du compte personnel de formation, vous cumulez des heures chaque année sur votre compte personnel de formation et vous pouvez les utiliser pour faire ce type de formation. C'est pas vraiment une formation, mais c'est considéré comme une formation. Et en gros, ça va faire le point sur vos compétences à vous. Il y a toute une palette en fait de thématiques qui sont étudiées. Et c'est encadré par un tuteur qui va vous aider. C'est un psychologue aussi qui fait bilan de compétences, c'est ça. Semble. Il me semble aussi, et ou des personnes qui sont qualifiées dans le domaine, dans votre domaine en fait. Et du coup, ça va vous permettre déjà de faire un point sur vos compétences actuelles, et généralement en découle du coup des axes en fait, de ce que vous aimeriez bien faire en réalité. C'est en travaillant sur ce que vous êtes capable de faire que ça apparaît. Après, on peut aussi voir du coup des coachs. Voilà, des coachs. Clairement, le coach professionnel, c'est quelque chose qui peut vraiment faire. Alors oui, c'est un coût. C'est sûr que de passer par un coaching, c'est un coût. Mais j'ai envie de dire, bon ça c'est le discours peut-être un peu... pas commercial, mais peut-être pour vous convaincre de franchir le pas aussi d'aller voir un coach. Déjà aux États-Unis, sachez que c'est rentré complètement dans les mœurs, comme le fait d'aller voir d'ailleurs un thérapeute aux États-Unis, c'est pas comme en France. C'est pas comme en France où mon Dieu, de suite c'est le divan, c'est voilà, on va me psychanalyser, pas du tout. Voilà, donc d'aller voir un psychologue, c'est considéré en France comme quelque chose de un peu tabou, encore à l'heure actuelle, même si ça commence un peu à se démocratiser, mais c'est le divan, tout ça, on est vraiment un peu diabolisé. Alors que aux États-Unis, pas du tout, enfin du moins dans les pays anglo-saxons. Je sais pas en Angleterre comment ça se passe aussi. Je sais pas vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion de le savoir, mais c'est vrai qu'aux États-Unis dans les films on voit tout le temps qu'ils vont voir des coachs, mais pour tout, pour rencontrer quelqu'un, pour m'écrire, pour voilà. Là, en France, ça y est, on commence petit à petit à s'intéresser au coaching et à connaître la plus-value. Et en fait, de passer par un coach, c'est clairement que vous allez vous découvrir vous-même, votre potentiel, et surtout de définir avec un coach qui va vous accompagner à l'atteinte de votre objectif en fait. Il ne va pas vous donner toutes les clés tout cuit pour que vous réussissiez, il va déclencher en vous les ressources internes, vous faire réfléchir sur vos propres ressources que vous avez en vous, que tout le monde a en soi, son propre potentiel caché, et de les exploiter un maximum pour arriver à atteindre votre objectif. Alors généralement ça dure 3 mois, un coaching, un bilan de compétences c'est 24 heures, sur maximum 6 mois de mémoire. Ouais, en fait c'est des demi-journées. C'est ça. Qui sont réparties... Je pense j'en ai jamais fait, donc je sais pas concrètement comment ça marche, mais je crois qu'on vous donne comme un travail à faire pour les fois d'après en fait. Et du coup ça se fait en plusieurs fois. Donc c'est pas très long. C'est pas très long, et le coaching, voilà, y a pas de garantie de résultat, c'est-à-dire que, c'est vous-même qui êtes le capitaine de votre âme, quoi. Voilà, il faut vraiment aussi cette envie de changer. Il faut être motivé, profondément, profondément vouloir changer. Je pense que toi, ça a été comme moi. Moi, j'ai eu l'envie profonde de vivre, d'être indépendante financièrement. Je ne voulais plus dépendre d'un patron. C'était terminé. J'ai eu un peu un choc, une déception au niveau professionnel. Je voulais plus revivre ça. Je me suis dit c'est pas pour moi, je vais pas arriver à gérer ça, le système. Par contre, je me sens tout à fait capable d'aider les gens qui ont été en souffrance. Et là, oui, ça, je m'en sens capable. Ça a été dur, forcément, la phase de doute, etc. Mais je me rapprochais de mes valeurs, donc du coup, j'étais convaincue que je faisais le bon choix. Ça devient un peu comme une évidence, en fait. Si c'est quelque chose que vous ressentez, moi, je pense qu'on a des caractères. Il y a des personnes qui sont faites pour être à leur compte,
qui le sentent au fond d'elles. Oui. Il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour ça. Moi j'ai des amis qui me disent mais moi ça me Ah oui, m'attire moi pas aussi, du hein. tout, C'est voilà. clair, hein, Et en fait il faut vraiment que vous le sentiez, et que ce soit à son compte ou pas à son compte, hein. On parle de ça, mais vous même changer de métier. Oui. Généralement, en fait il faut faire le point. Moi je me dis voilà, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui je suis vraiment heureuse dans ma vie? Est-ce que ce que je fais actuellement c'est ce que j'ai envie de faire pour les 30 prochaines années? Parce que ça, concrètement, en fait, le déclic, quand on arrive à 30 ans, on est beaucoup à péter un câble, hein. Clairement, dans mon entourage, on est beaucoup à se reconvertir ou à changer de vie. Et c'est de se dire, est-ce que je suis prête à passer encore 30 ans de ma vie à faire ce que je suis en train de faire? Si la réponse c'est non, c'est que tout à fait. la réponse est dans la question, en fait. Voilà. Tout à fait. Après, il y a l'aspect financier aussi, parce qu'il y a pas mal de questions sur ça. Oui, mais c'est bloquant. Je travaille, mais clairement, moi, je comprends que ça peut être un facteur limitant. Donc, on a peur de perdre, en fait, quelque part, un peu son confort, son... C'est un risque à prendre, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est un risque mesuré dans le sens où je pense que vous êtes toutes et tous des personnes sensées et que vous n'allez pas du jour au lendemain tout claquer, voilà. Non, ça se prépare. Voilà, exactement. Ça se prépare. Un départ ou une reconversion, ça se prépare. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, projet sur 3-5 ans. Ouais. Ne vous dites pas objectif dans 3 mois, c'est de quitter mon travail. Non, objectif. Le premier objectif, ça va être par exemple de trouver la voie, la formation, le métier dans lequel ça rentre dans l'objectif SMART du coup, et que je puisse avoir la possibilité d'atteindre. Ça, c'est le premier objectif. Le projet, ok, c'est changer d'emploi, mais dans 3-5 ans. Après, il y a des personnes qui peuvent te dire aussi, oui, mais je suis tellement en souffrance au travail, je pourrais pas attendre 3 ou 5 ans. Ça peut se faire plus vite, mais il faut le travailler en amont quoi qu'il arrive. Oui. On part pas comme ça du jour au lendemain. Non. Moi, personnellement, je vais pas quitter ma boîte dans laquelle je bossais du jour au lendemain. Ça a été 1 an de réflexion. À partir du moment où j'ai pris la décision dans ma tête, la décision était prise, et une fois qu'elle est prise, on revient plus en arrière, hein, parce qu'on se projette déjà ailleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée sur les différentes solutions que j'avais. Et du coup, j'en ai parlé à mon employeur, donc il faut oser en parler. Alors pas en parler en mode « salut ». Voilà, je me casse, c'est pas la bonne solution. Moi j'ai demandé un entretien, j'ai exposé la situation, voilà, je ne suis plus épanouie dans mon travail, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui me plaît beaucoup plus, mais je ne vais pas vous lâcher du jour au lendemain. Je m'engage à rester le temps que vous trouviez quelqu'un, je m'engage à former cette personne, etc. etc. Et en fait, j'avais des arguments pour les convaincre que c'était mieux que je parte. C'est-à-dire, je ne suis plus motivée dans mon travail, je ne me donne plus à fond. Voilà, donc du coup, en proposant des solutions, je suis venue avec des solutions. Pour eux, c'était un peu une évidence qu'en fait, s'ils me gardaient, c'était pas super pour la boîte parce que j'étais plus motivée. Et j'allais plus productive aussi. J'allais pas être productive et que en fait, j'allais faire le strict minimum. Voilà. Après, maintenant, on peut faire une rupture conventionnelle. Donc, du coup, j'ai pu faire une rupture conventionnelle qui vous ouvre des droits à Pôle emploi derrière. Donc, ça, c'est très bien si voilà, vous voulez vous laisser le temps de faire une formation, de vous retourner, de trouver une solution. Voilà, si vous êtes en souffrance, c'est un peu le. Voilà, parce que si vous démissionnez, clairement, vous avez le droit à rien pendant un bon moment. Et quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a la possibilité de récupérer ses droits. Donc du coup, ça c'est une aide aussi supplémentaire. Tout à fait, En fait, vous avez comme ça des aides à la création d'entreprise qui existent, et pareil, par région, il y a des aides supplémentaires qui existent. Donc il y a toujours des solutions, mais il faut bien se renseigner en amont. Et si vous maîtrisez pas tout ça, moi c'est facile, c'était mon travail, donc c'est des choses que je maîtrise. Mais il y a plein d'organismes qui sont là pour vous aider à la création d'entreprise. Ça, il y en a partout. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner et travailler son projet en amont. Et en fait, plus les mois vont passer, plus ça va devenir clair et plus ça va se faire facilement. Et ça va se dessiner. Au fur et à mesure du temps, moi ce que je conseille aussi, c'est d'acheter un cahier quelque part unique pour ça en fait, et de noter justement les idées que vous avez, les personnes que vous rencontrez, voilà, de vraiment mettre en place un plan d'action avec à chaque fois
des objectifs à mettre en place et de définir quelque part un peu des indicateurs qui vont vous aider à vous dire, ben oui, je suis dans la bonne voie. Là, ok, ça j'ai fait, j'ai atteint cet objectif-là. Le prochain, c'est celui-là qui va me permettre d'atteindre mon idéal, voilà. Et je voudrais revenir aussi sur ça, sur l'idéal. Alors, je vais peut-être casser un mythe, mais j'ai envie de dire, j'aime pas dire arrêtez, essayez de casser un peu vos idéaux. Alors c'est fort, hein, parce qu'on va me dire oui, mais il faut avoir des rêves dans la vie. Oui, c'est vrai, il faut avoir des rêves, tout le monde en a, j'en ai, tu en as, voilà. Mais, comment dire, il faut pas que ce soit des rêves, des idéaux qui soient, complètement fous, complètement farfelus, complètement inatteignables, pour justement ne pas vous mettre en danger et tomber de trop haut. Et tomber de trop haut, et du coup vous risquez à justement déchanter, et à rentrer peut-être dans une phase un peu plus dépressive, de doute, et voilà. C'est pour ça que je focalise sur le fait de micro-objectifs, les atteindre, et on verra si ça fonctionne. Mais voilà, avoir des idéaux, s'accrocher à des projets de folie, oui c'est bien, il faut en avoir, il faut les garder en tête. Voilà, faut les garder en tête, mais il ne faut pas que ça devienne... un objectif unique, ultime, une quête, voilà, c'est le mot que je cherche, une quête absolue. Oui, non, parce qu'après, si ça se passe mal, c'est le risque derrière est beaucoup plus élevé. Oui. C'est ça. Après, moi je pars du principe que quand on veut se lancer dans quelque chose, on risque pas de mourir, quoi. Enfin, je veux dire, au pire, tu as raison, au pire du pire, s'il y a un échec dans votre parcours, et ben tant pis, vous ferez autre chose. Et vous rebondirez. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de l'échec, parce que sinon on fait rien en fait dans la vie. Et moi je suis hyper optimiste, donc je me dis toujours que ça va bien se passer, mais je suis quand même consciente qu'il y a des risques. Mais après, si on prend pas de risques dans sa vie, on fait pas grand chose en fait. C'est ça. Et du coup, moi c'est la phrase que je dis tout le temps, mais c'est vrai que ça parle. J'ai pas envie de me réveiller à 70 ans et de me dire dans ma vie en fait j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire et de regretter en fait. J'ai pas envie de vivre avec des regrets, pas du tout. Et tu vois, pour le coup, toi tu es quelqu'un d'optimiste, et moi je suis au contraire, de base, de nature, en bon scorpion, je suis très très pessimiste. C'est-à-dire que, voilà. Scorpion également. Je vois toujours le verre à moitié vide, enfin je voyais, je le mets vraiment au passé, parce que j'avais cette tendance à me dire mais non, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, un manque pour le coup de confiance en moi, clair. Ma capacité à l'action pour moi c'était néant. Et en fait, après moi je pense c'est avec Nico, parce que mon mari s'appelle aussi Nico, qui voilà, on est entrepreneurs tous les deux, je pense qu'on se pousse l'un l'autre et puis ça aide à avancer. C'est important d'avoir des personnes qui vous entourent, qui sont sur la même longueur d'onde. Je voulais en venir là. Il faut que votre entourage il soit aussi très, impliqué, qui croit en vous, c'est très important. Parce que combien de personnes, moi j'ai eu qui m'ont dit oui, mais bon, quand j'ai fait psycho, alors pour ceux qui font des études en psycho qui sont abonnés à Elissa, quand vous allez avoir des personnes qui vont vous dire non mais psycho, tu vas voir, il n'y a pas de débouché, c'est la catastrophe et tout, oui mais si c'est vous, c'est vos valeurs, c'est ce que vous voulez faire, c'est votre projet, foncez. Je suis la preuve vivante qu'on peut vraiment vivre de son métier en étant un psychologue. Et tout ça pour dire quoi ? J'ai perdu le fil. Il faut être entouré des bonnes personnes. Entouré des bonnes personnes, et puis les personnes qui vont dire tu vas pas y arriver, etc. Tout ce qu'elles vous renvoient, c'est leur propre peur à elles. C'est ça. Et c'est clairement ça. C'est pas vos peurs à vous. En fait, elles vous renvoient leurs limites à elles. Et c'est un très bon indicateur, justement, quand une personne vous exprime sa peur en vous disant non, mais ça, ah ouais, tu penses que c'est possible, tu vas y arriver à faire ça. En fait, c'est parce que au fond d'elle, elle pense que... elle n'y arriverait pas. Et non. Ouais. C'est son système de limites et de valeurs qu'elle vous renvoie. Mais vous, c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. C'est pour ça que c'est important de faire la roue de la vie, de mettre à plat qui vous êtes vraiment. Parce que quand on fait une quête justement de développement personnel, qu'on commence à s'intéresser, à se reconvertir, etc., forcément, vous allez réfléchir sur vous.
et sur qui vous êtes. Qui vous êtes vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, qui vous êtes en tant que maman, parent, frère, sœur, voilà. Il faut être prêt à faire ça aussi. Quand on... À se remettre en question aussi. Oui, oui. Et parfois, ça peut faire peur de se remettre en question, mais c'est une étape nécessaire pour justement définir ce sur quoi vous êtes OK, vos valeurs, et ce sur quoi vous ne voulez pas aller. C'est important. Mais l'entourage est vraiment peut être un tremplin, comme peut être un frein total. Donc, identifiez bien les gens qui vont vous pousser justement à avoir confiance en vous, c'est-à-dire à passer à l'action. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les personnes qui vous disent non, tu vas pas y arriver, parce que maintenant que vous savez qu'elles vous renvoient en fait leurs propres limites, ne leur en voulez pas en fait. Elles veulent juste de manière inconsciente montrer leurs limites à elles, mais c'est pas les vôtres. Mais en fait, il faut juste ne pas les écouter vraiment, quoi. Enfin, faut dire oui. Entendre. Voilà. Ok, j'entends, mais c'est pas moi. C'est pas moi, et puis voilà, faire chercher réellement ce que vous voulez. Il faut pas vivre au travers des autres, clairement. Non. Parce que c'est pas comme ça qu'on est heureux. Faut pas se forcer à faire les choses, il faut pas s'empêcher de faire les choses, faut faire vraiment comme on le sent nous. C'est important. Bon, je pense qu'on a fait déjà le tour de pas mal de questions. Il en reste, donc il se peut qu'on refasse une autre vidéo. Parce que là, on parle depuis un bon moment. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Juste quelques bouquins à recommander, parce que ça, c'était une question et je pense que ça peut intéresser. Donc, tu as noté quelques bouquins. Oui, alors j'ai fait un petit classement en fait, pour les personnes qui découvrent ce que c'est le développement personnel, le coaching, l'exploration de sa vie intérieure. Je dirais L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pour moi, c'est la base. C'est vraiment un livre que j'ai lu pour le coup quand j'avais 12 ans. J'ai jamais lu. Il est formidable, quoi. Okay, il permet d'ouvrir un petit peu l'esprit. Après, alors je les ai lus, tous les livres qu'il y a actuellement sur, je sais plus, ma vie commence le jour où j'ai arrêté de trucs. Ça c'est un peu léger. C'est bien, mais c'est un peu léger. C'est une bonne entrée en matière. Je pense que c'est bien, pour les gens dont l'idée germe un peu, ça peut les pousser un peu, mais c'est vraiment léger, quoi, comme lecture. Mais pour le coup, j'ai confiance en vous et je pense que vous allez pouvoir faire plus avoir un livre un petit peu plus concret. J'ai un exemple, c'est Le pouvoir du moment présent. Alors, aspect pratique, j'y tiens. Justement, ça vous apprend, ce livre, il est merveilleux. Enfin, je vous conseille vraiment de l'acheter, mais vraiment l'aspect pratique, parce qu'il y a des exercices dedans. Et il faut le lire doucement, c'est-à-dire qu'il faut digérer chaque chapitre, parce que c'est tellement fort le message qu'il y a dedans. En fait, ça vous apprend à clairement trouver du bonheur, trouver de l'épanouissement dans tout ce que vous vivez au quotidien, et à dépasser le fait de s'écouter tout le temps, de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et de dépasser toutes ces limites, toutes ces peurs, pour justement apprécier un peu le moment présent, le pouvoir du moment présent sur sa vie. Donc ça, je le trouve vraiment très bien et accessible. Et vraiment, pour les personnes qui sont très intéressées par le coaching, qui veulent vraiment aussi, peut-être, pourquoi pas, faire cette formation-là de coach. Et on n'en a pas trop parlé, Elissa, mais je voudrais quand même le préciser, pour être coach, il faut aimer les autres. Il faut aimer écouter. Parce qu'une des qualités premières du coach, c'est l'écoute active. Parce que tout le monde se dit, oui, moi je suis un peu psy, je suis un peu coach, on a tous une aptitude, parce qu'on est des êtres sociaux, donc on a une aptitude à la communication. Mais écouter, savoir écouter l'autre, l'accepter inconditionnellement avec ses qualités et ses défauts. Genre le truc que je pourrais pas du tout faire. Voilà. C'est un métier. C'est vraiment un métier. Et il faut vraiment, être soi comme ça. Ouais. Être tolérant, dans le non-jugement, vraiment, pour pouvoir accueillir l'autre comme il est. Et c'est important de le savoir quand on va faire coach. Très très important. Bien sûr, c'est pas que donner des conseils et dire tu vas faire ci, tu vas faire comme ça, c'est ça. Non, en fait je pense qu'il y a la grosse majorité de ton temps, c'est écouter. Oui, exactement. Parce qu'en fait, le coach ne donne jamais de conseils. Jamais. C'est la personne qui, en elle, va trouver les réponses, en fait. Par le biais du questionnement du coach, mais c'est la personne elle-même qui va trouver ses réponses.
Alors du coup, le livre qui est bien, c'est Le métier de coach. L'auteur, c'est François Délivré. D'accord. Et voilà, il est beaucoup plus, comment dire, costaud. Enfin, il est pratique, mais il va vous donner une bonne appréciation de ce qu'est le métier de coach pour ceux que ça intéresse. Ok. Bon, super. Voilà. C'est noté, je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon pour ceux qui sont intéressés. Et c'est cool, je pense qu'on a déjà répondu à la grosse question et à 2-3 questions supplémentaires, donc c'est bien. N'hésitez pas du coup à nous faire un retour en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, si vous avez d'autres questions, allez poser également sous cette vidéo parce que je pense que si c'est une thématique qui vous plaît, et de toute façon moi c'en est une, donc c'est clairement, je sais que je vais faire des vidéos sur la thématique. On reviendra dessus, on pourra faire d'autres vidéos et ça peut être hyper intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très vaste et très intéressant et qui peut vraiment motiver et aider réellement pas mal d'entre vous. Merci Laurie. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!